Michel Dujardin, vous avez publié en 2021 Au désert, un recueil de poésie paru chez Chêne Éditeur que j'ai recommandé avec beaucoup d'enthousiasme, je dois dire, sur le site des Haleurs. Nous en reparlerons beaucoup de celui-ci. Je m'appuierai même sur ce recueil en particulier pour entrer dans votre œuvre. Mais peut-être auriez-vous choisi pour ce faire un autre ou d'autres textes que vous avez écrits. Je pense à votre roman Blocos paru en 1983, à d'autres textes qui ont suivi, en passant par ceux de votre blog, Abaddon, que vous tenez depuis 2009. Alors, de manière générale, quel regard vous portez sur l'ensemble de toutes ces publications? Ont-elles une unité particulière ou voyez-vous au contraire des évolutions, des changements, des bifurcations qu'il serait important d'évoquer pour commencer cet entretien? Je, je crois qu'il y a beaucoup eu de bifurcation, effectivement, depuis le début, puisque c'est parti d'un roman, mais en même temps, petite et adolescente, j'ai beaucoup écrit, surtout, c'est surtout de la poésie, en fait. La poésie, ça a été ce qui m'a attirée tout de suite, enfin, dès que j'étais petite fille. Je crois que Hmm. c'était plus même que les contes, plus même que les histoires, c'était entendre de la poésie. Donc c'était ça quand même qui était, au départ, ce qui était pour moi, dans tout ce qui était écriture, Hmm. lecture, c'était ça qui m'attirait le plus. Oui, on pourrait penser que vous y êtes venu après, dans la présentation que je Voilà, fais, alors qu'en réalité, la poésie, elle a toujours elle été... était, oui, elle était là au départ. Hmm. Et dans ce que j'ai écrit en premier, qui a été publié il y a très longtemps, Hmm. c'était un roman, mais je pense que le plus grand plaisir que j'ai eu à l'écrire, c'était dans les moments de description, de sensations, Hmm. de couleurs, de visages, dans les descriptions, en fait, beaucoup plus que dans la narration, par exemple, Hmm. que le plaisir. J'ai fini par comprendre ça, puis j'ai lu évidemment de plus en plus de poètes, et je me suis rendu compte que c'était avec eux, enfin en eux, que j'étais le mieux, quoi. Hmm. Je baignais quelque part où je me reconnaissais. Hmm. Je voyais tout de suite qui j'étais. Là, j'étais quelque chose, quelqu'un. Et le choix de Haut désert, du coup, pour mener cet entretien, il vous paraît être judicieux, bon? Je pense, oui, même si, Parce que c'est oui, l'idée que je défends moi, hein, oui, c'est oui, que... bien sûr. Mhm. Oui, je pense qu'il est judicieux parce que c'est la dernière chose que je vais faire produite, quoi, qui est donc Hmm. là. Mais il y a quand même une forme d'écriture là-dedans qui est très particulière. Et je voudrais pas, parce que ça arrive souvent, qu'on m'identifie complètement à cette écriture-là, quoi. Hmm. J'entends, Qu'est-ce qu'elle a de particulier, bah, cette ce que j'ai écriture? entendu dire, c'était des choses comme par exemple, j'aime bien cette façon d'écrire avec des petites phrases très courtes Hmm. ou juste un mot, pas de verbe, très peu de verbe, Hmm. des choses hachées, Hmm. courtes, des formes courtes. Euh, je voudrais pas qu'on m'identifie non plus à ça. Ce que j'écris actuellement, c'est complètement différent. Enfin, pour moi, la forme de l'écriture, c'est pas ça qui détermine Hmm. le poète. Hmm. Le poète, il est au service de quelque chose qu'il veut dire, et c'est cette chose-là qui va déterminer la forme Hmm. que l'écriture va prendre. Donc, parlons de Haut désert, évidemment. Euh, Disons que ce sera un moyen voilà, de rentrer dans votre œuvre, mais on sera bien attentif à ce que je ne vous réduise pas, bien sûr, à ce recueil, ni sur la forme, ni sur le fond de ce que vous racontez dans voilà, parce qu'il ce m'est, recueil. Ça, c'est sûr. voilà, ça c'est important. Il m'est arrivé d'écrire des textes qui n'avaient aucune ponctuation et qui étaient extrêmement denses et resserrés. Donc rien à voir avec cette Hmm. formule-là. Mais cette formule-là était la seule qui s'adaptait à ce dont À vous me parlez. Tout à fait. Donc la poésie, et ça confirme ce que vous disiez, la poésie occupe une place importante dans vos écrits, ça c'est indéniable. J'ai bien conscience, c'était un peu une inquiétude que vous aviez, et qui est celle de beaucoup d'auteurs aujourd'hui, j'ai conscience que vous n'avez peut-être pas eu beaucoup l'occasion de parler de cela,
Mais qu'est-ce qui fait que vous avez depuis l'enfance ou la toute jeune adolescence justement le goût de la poésie, euh, tel un genre particulier si on l'a réduit à un genre littéraire pour simplifier, pour être un peu scolaire? Eh ben, la question, on l'a supposée On se la pose tous et souvent. depuis 50, Ouais, c'est 60 ans, ça, ouais, 100 ans, ce ouais. que c'est la poésie Oui. vraiment? Et qu'est-ce que c'était pour moi et pourquoi c'était ça qui m'avait attiré dès le départ? Je crois que c'est en rapport l- avec les sonorités. Parce que la poésie travaille évidemment énormément sur les sonorités, sur le son des mots, le bruit des mots. Et je crois que c'est très important parce que, enfin, pour moi, c'était très important parce que ça a un rapport avec la voix, évidemment, et avec l'enfance et avec la toute petite enfance, quoi. Très tôt, ce que je ressentais en entendant des voix ou autres, c'était est-ce que celle-là, c'est agréable? Est-ce que ça, c'est agréable à entendre? Est-ce que cette voix-là, elle est bonne? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle dit de bonnes choses? Est-ce que... Bon, en fait, ce qu'elle dit, souvent je ne comprenais pas, mais ça n'a pas d'importance. Mais c'était euh, le- la, la musique, en fait, La le musicalité son, la des musique mots. et la musicalité Hmm. des voix et des mots. Et que certains mots étaient extrêmement doux, doux au goût aussi, doux au toucher, Hmm. doux à l'oreille, et puis d'autres, et par contre, faisaient mal, mais enfin, pouvaient éventuellement griffer mais les mots étaient des petites choses extrêmement vivantes et puis qui bougeaient autour de moi comme des petits êtres et qui se comportaient avec moi d'une certaine manière, donc qui m'attiraient ou au contraire me, m'inquiétaient. Hmm. Et donc c'était ça, c'est au tout début, c'est ce côté palpable et vivant et animal des petits mots au milieu Hmm. desquels je me trouvais. Et très vite, ce que j'ai, parce que je me souviens, dans la bibliothèque de mon père, il y avait une anthologie de la poésie, mais très ancienne, qui datait du début du 19e siècle. La poésie, elle s'arrêtait en fait, du 20e siècle. La poésie s'arrêtait en fait à Baudelaire, quoi. Après, il y avait plus rien. Mais ça fait rien. Il y avait des grands textes de Victor Hugo, des choses comme ça. Et tout de suite, ce que j'ai vu, c'est que dans ce genre de texte, même si je comprenais rien la plupart du temps à ce que je lisais, euh, les mots étaient choisis. Enfin, c'était pas n'importe quoi qui était posé là. C'était pas des mots de tous les jours. C'était pas des mots pour transmettre des informations, des renseignements ou des choses comme ça. C'était des mots venus d'autre part pour autre chose. Hmm. Et ils avaient quelque chose de particulier à nous transmettre, à nous donner cela de mots. Ils étaient bons, quoi, bons Hmm. mots à entendre. Ce qui est devenu un peu la fonction poétique de ce type de langage, le langage justement avec le travail sur les sonorités, ça c'est quelque chose auquel vous êtes vraiment attentive aujourd'hui, même quand vous écrivez, quel que soit le texte que vous produisez, aux sonorités, Absolument, ouais. au choix précis des mots. Ah oui, absolument. Beaucoup plus finalement qu'au sens proprement dit du mot lui-même. Non pas qu'on écrive n'importe quoi, en se préoccupant uniquement de la résonance que le mot peut avoir sur le plan du plaisir d'une écoute. Non, c'est pas ça, mais c'est que le mot, il est à l'intérieur d'une musique, d'une symphonie, et il vient là, dans cette musique, il tient sa place, et il faut qu'il aille avec les autres, il faut qu'il aille en mesure avec les autres, il faut qu'il y ait un sens à tout ça. Et Mm. le sens, il n'est pas seulement le sens propre des mots, il est dans quelle mesure est-ce qu'ils sont dans cette harmonie, quoi, dans cette harmonie générale qui est un effet musical, exactement comme entendre une musique dont on trouve qu'elle nous émeut, qu'elle nous touche. C'est ce côté musicien du mot qui m'intéresse, qui est extrêmement important. Et moi, c'est la première chose qui me vient. D'abord, c'est un mot, sa résonance dans ma tête, le son qu'il a, le chant qu'il peut avoir. Et à partir de là, il y a des choses qui se mettent en place. Et il appelle d'autres mots qui conviennent sur sa portée à lui, qui marchent avec, etc. Et l'ensemble forme une espèce de corpus musical, quoi, À qui est vous, fondamental. à vous entendre, c'est quand même un travail difficile tout ça. Une,
on dirait aujourd'hui une compétence, mais on ne devient pas poète comme ça. Finalement, ça m'amène directement ce que vous dites à la question que je voulais vraiment vous poser aujourd'hui, qui est importante. On en a parlé même avant l'entretien. Il y a dans les mentalités aujourd'hui l'idée que la poésie étant l'expression d'une spontanéité mêlée d'affect pour dire son rapport singulier au monde, chaque individu qui le désire peut être poète. Et moi, je me demande, pour ma part, si on ne joue pas parfois à être poète. Je veux dire que j'ai l'impression qu'on fait le poète plutôt qu'on est poète. C'est un peu à contre-courant de dire cela, mais ne faut-il pas, finalement, des dispositions particulières, sensibles notamment, les dispositions même dont vous parliez à l'instant, ou une sensibilité particulière, dispositions qui ne sont pas données à tout le monde pour écrire ou dire de la poésie. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? C'est peut-être pas si simple d'être poète, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que ce qu'il faut au départ, c'est oui, c'est une certaine sensibilité à des choses qui peut-être ne touchent pas forcément d'autres personnes. Et le monde des mots, c'est un monde extraordinaire, un monde fantastique, et qui existe, qui préexistait à la lecture, à savoir lire et écrire, par exemple. Les mots existent. Les mots, bon, c'est la toute première chose que, quand même, qui se transmet de la mère à l'enfant. Mmh. Et, et les mots de la mère à l'enfant, ils sont tout imprégnés de sens, de chaleur, de baiser, d'odeur de lait. C'est des mots enrobés dans du lait, dans de l'amour, quoi. Mmh. Et être réceptif particulièrement à ça, peut-être, je sais pas, peut-être dans la façon dont ma mère avait sa façon à elle de chanter les mots, parce que bon, elle est d'origine italienne et la langue, elle était là. Alors, moi, je sais que j'ai vécu dans les mots bien avant de savoir lire, de savoir même ce que c'était un livre, et que j'y étais extrêmement sensible. Après, il y a plein de gens qui sont comme ça, très certainement, mais après, est-ce qu'ils font de la poésie avec? Non, pas forcément, bien Mmh. entendu, non. Alors pourquoi après on tombe dans la poésie Oui, c'est ce que j'allais vous voilà, demander, et particulièrement le passage à l'écrit. le passage de l'écrit, moi, il s'est fait très, très naturellement. Je dirais qu'il s'est fait de façon, c'était ça devait être. Bon, voilà. Parce que j'étais sensible à la poésie, mon père m'en lisait beaucoup. Pour moi, c'était quelque chose que je demandais, dont j'avais besoin. Et dès que j'ai su écrire, si je devais écrire, ça devait forcément être des choses comme de la poésie, des choses qui ressemblaient à ce qui m'avait donné tant de plaisir avant. Et donc, ce que j'ai recherché tout de suite, c'était trouver des mots qui allaient bien ensemble, ou qui étaient le mot qui allait dire ce que j'avais à ce moment-là de peine ou de tristesse ou de quelque chose qui m'avait exalté pour une raison ou pour une Mmh. autre. Et c'est ça, c'est l'affect en fait qu'il y avait dans le mot qui. Bon voilà, c'est juste que très vite, j'ai pensé que je pourrais moi aussi Mmh. créer des choses comme ça. Et du coup, comme c'est moi qui les aurais créées, je pourrais vivre avec. Mmh. Je pourrais me faire un petit monde à moi qui serait le mien, puisque c'est moi qui l'aurais constitué avec mes propres mots, qui aurait fait ma construction, ma petite maison, quoi. Mmh. Et cette maison, elle pouvait être que de cette forme-là, cette forme poétique. C'est un besoin aussi que ça Mmh. satisfaisait. Quand vous étiez petite, justement, c'était aussi, enfin, en tout cas les premières fois que vous êtes passée à l'écrit, il y avait une forme d'imitation de ce qu'on vous lisait ou de ce que vous découvriez avant finalement de écrire vraiment des choses qui vous ressemblent personnellement. Bien sûr, Il y a je ce crois passage, qu'on on ouais, passe tous par là. je crois Enfin, qu'on passe tous par ceux là, qui veulent hein, écrire. par l'imitation, c'est sûr. Je sais que j'avais lu un poème, je me souviens plus de qui, mais alors c'est vraiment sur un coucher de soleil. Après, j'étais petite, mais je voyais un coucher de soleil, je me disais bon bah je vais dire avec des mots, voilà, parce que c'est parce que ce poème-là sur le coucher de soleil m'avait énormément ému, mais je ne savais pas pourquoi, parce que ça avait déclenché une espèce de petite rage intérieure. Il fallait que et c'était en même temps tellement bon. Je me disais, il faut que, donc là il y a du soleil, moi aussi ça va déclencher aussi Mhm. quelque chose, et donc je vais
Je me souviens ça, oui, je crois que mon premier poème, c'était effectivement sur un C'est- coucher de soleil. Oui. Je crois, oui. Je crois. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on sent, puisque quand on est publié, quand on est légitime, entre guillemets, en tout cas du point de vue d'un éditeur, pour écrire de la poésie, c'est que on a reconnu en vous une singularité. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un point de bascule où vous sentez que si vous deviez aujourd'hui écrire ce texte sur le lever ou coucher du Mhm. soleil, vous l'écririez d'une manière singulière quand est-ce qu'on perçoit qu'on écrit de façon plus singulière et qu'on devient véritablement Mhm. poète? On est passé de Mhm. l'imitation à... Je crois que c'est le regard des autres hein, Oui, qui nous l'indique en fait. quand on a des lecteurs Oui, c'est finalement et ça. des lectrices. C'est des choses qui peuvent être toutes bêtes. C'est avoir une émotion, écrire quelque chose et le montrer à quelqu'un. Hmm, Et puis que ce quelqu'un ait hmm, une réaction en face. oui. Hum, C'est la réception ouais, c'est après la en fait du réception, texte c'est qui... ce que les autres vont nous Hmm, dire. C'est ce qu'on va lire en fait sur le visage de l'autre quand il se met à lire ce qu'on a écrit. Moi, ça m'est arrivé, j'étais adolescente et jeune adolescente, 14 ou 15 ans, j'avais écrit quelques lignes comme ça et, et une amie est tombée dessus. En fait, elle m'avait enlevé le cahier de sous les yeux pour lire ce que j'étais en train de... Et alors, elle s'est arrêtée comme ça, elle m'a dit, oh, toi, tu devrais écrire. Bon, c'était idiot. hmm, Mais à ce moment-là, je me suis dit, et puis il y avait eu un moment d'arrêt, comme ça, il y avait eu un moment d'arrêt après sa lecture. Et je me suis dit, peut-être que c'est lisible en fait. hmm, Peut-être que les autres, ils vont peut-être trouver quelque chose aussi hmm, là-dedans. Peut-être que je suis pas que dans cette maison, cette petite maison intérieure, je pourrais faire rentrer d'autres hmm, personnes qui éventuellement pourraient aussi s'y trouver bien. hmm. Et à Ça, partir c'est un sacré signe, hein, parce qu'on bah sait que oui, les gens qui s'occupent d'édition depuis très longtemps disent cela. Quand vous sortez d'un texte qui est autre chose qu'un petit journal intime mm, et que d'autres personnes y trouvent à se nourrir de ces textes-là, là, mm. c'est plutôt un bon signe Ouais, que je vous êtes pense que sur la c'est voie ça en d'une fait, ouais. écriture. C'est la réaction des autres. J'ai eu la chance d'avoir justement d'écrire très petite, de commencer à écrire des choses et d'avoir un père très réceptif. C'est-à-dire que c'est à lui que j'ai montré ce que j'avais écrit et c'est lui qui m'a dit mais c'est très bien, il faut que tu continues d'écrire. Et lui, il avait pris toutes les pages que j'avais écrites, il avait fait un petit livre avec ça. Avec en les accrochant C'est avec des voilà. encourageant. Et il avait dit ben voilà, ça c'est ton premier livre de poésie. Je Ah devais avoir oui. 6 ans ou quelque chose comme ça. Et il y avait des pages et tout ça, et tout était bien écrit, et j'avais fait des petits dessins. Mais mon père en avait fait un livre. Vous aviez En déjà un l'agrafant éditeur. comme ça, j'avais déjà un C'est éditeur, mais chouette, oui. hein. Donc Mm, j'avais des petits livres, mm, voilà. Et mon père disait, mais sans se moquer de moi, absolument pas. Il disait, une fois, je me souviens à son propre frère, il disait, elle a écrit un livre, mm, voilà. Et ça, voilà, donc le regard, j'ai eu cette chance énorme que dans mm, ma famille, il y ait eu quelqu'un qui a été sacrément important, parce que c'était mon père, mm. qui dise de sa fille de 6 ans, bah, elle a écrit un livre. Parce que lui, il reconnaissait ce que j'écrivais comme des petits textes importants, quoi. Mm. Voilà. Alors justement, parlons-en de la façon dont vous écrivez, de cette singularité qui est la vôtre, que moi j'ai pu percevoir. Justement, on parlait de réception, dans la perception que j'ai par exemple, de Au désert. Euh, j'ai trouvé en effet que c'était un texte très, très riche, très dense, qui dit ou suggère plein de choses. Et au-delà de ce qu'évoque directement, explicitement le texte, nous allons y revenir après, il y a une couche, vous savez, comme les strates géologiques, une couche profonde, réflexive, implicite sur le statut même du poète. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce livre, c'est parce que j'ai senti ça. Il y a la poète qui surplombe, et pas seulement parce qu'il est question d'altitude et de montagne, hein, qui surplombe les paysages, les éléments naturels décrits, qui guide en quelque sorte et révèle la poéticité des choses au lecteur, et celle qui, très modestement, est aux côtés du lecteur. Moi, j'ai senti votre présence à côté, qui prend conscience, comme nous, finalement, comme moi, quand je lis votre livre, de sa fragilité, de la vacuité même parfois de nos vies. Et votre poésie, en tout cas, semble se placer dans ces rails duels et chercher un équilibre dans ce mouvement un peu contraire
Est-ce que je me trompe en disant cela? Est-ce que c'est une hypothèse Oui, que ça l'on pourrait marche. retenir? Oui, Ça fonctionne, ça? ça marche. Ouais, ouais, ouais. On aime les pierres, hein. Oui, oui, oui. On Ça, aime les on pierres. va en Ouais. parler, mais en effet, peut-être que vous aussi, vous lisez des fois les livres avec cette vision un peu des couches. Absolument, Et des quand, strates. et Oui. oui, Mm. la qualité d'un livre, on la mesure aussi quand on y voit une profondeur Exactement. et des strates différentes. Alors là, je suis allé chercher très profondément, mais ça n'a pas été un effort, ça n'a pas été une Mm. difficulté. J'y ai vu un peu vous avez conscience que dans vos écrits, quand même, il y a une part de réflexion sur le statut du poète, sur ce qu'est la poésie, Mm. sur ce qu'elle peut apporter au monde. Je pense en gros, de toute façon, que tout texte poétique est une réflexion Ah sur oui. l'écriture et la poésie. C'est De pour toute ça qu'on façon, ne c'est s'en d'abord sort pas, ça. qu'on n'arrive pas à trouver une Non, on n'en définition. C'est sort parce pas. qu'en fait, Non. Mm. on fait ça en permanence, même Voilà, quand on écrit. écrire de la poésie, c'est travailler sur la poésie. C'est toujours se poser la question, qu'est-ce que c'est que la poésie? On n'arrivera jamais au bout. On Hmm. n'arrivera jamais au bout parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais la poésie, c'est un questionnement permanent sur qu'est-ce que c'est que la poésie Hmm. et même qu'est-ce que c'est qu'écrire. Hmm. Voilà. On n'a pas la même problématique dans le complètement en général dans une narration par Ah oui, exemple. oui. C'est différent, Hmm. c'est autre Je chose. dirais même que dans le roman contemporain, Mm. il n'y a Mm. presque pas ou plus de réflexion sur le roman, enfin, à moins que je me trompe, Il y mais a, il y a beaucoup de livres oui, où c'est complètement absent. oui, Alors que, où c'est peut-être un peu dépassé. Enfin, oui, ça a été voilà, fait alors que extrêmement les bien. recueils de poèmes que je peux lire, qu'on découvre par Mm. exemple chez les Halles, ce sont des recueils qui en permanence nous posent la question de ce qu'est la poésie. Mais on Mm. voit aussi que les auteurs ou les poètes ne répondent pas à la question de ce qu'est la poésie de la même façon. Mm. Ce qui m'a beaucoup plu dans votre travail, c'est que finalement vous seriez capable tout à fait de répondre à ceux qui verraient dans la poésie quelque chose d'un peu élitiste, complexe, non accessible à tous. Vous dites, mais ce que je disais tout à l'heure, ma place, elle est modeste, elle est aux côtés du lecteur. Je retranscris ce qu'il voit et ce que je vois aussi, ce que faisait aussi Philippe Jacotet, la Mm. modestie du... Exactement. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas d'autre choix, quoi. On est en recherche. Hmm. On est en recherche de quelque chose. On ne sait pas exactement quoi et ça n'a Hmm. pas tellement d'importance. Mais écrire un poème, c'est creuser, c'est travailler, c'est chercher C'est quelque un chose. labeur, quoi. C'est un labeur Hmm. énorme dont la réponse est à l'intérieur de nous-mêmes, certainement, et il n'y a pas de réponse. Enfin, c'est infini. Mais c'est travailler sur le pourquoi j'écris, vers quoi et comment écrire, Hmm. et vers quoi je vais, en me servant de ces outils extraordinaires que sont les mots. Hmm. Et ce qu'il y a de magnifique avec la poésie aussi, c'est que c'est un énorme terrain d'aventure, quoi. Hmm. Mais ce terrain d'aventure, on s'y aventure tout seul. Hmm. Parce que quand on est face à la création, à l'écriture d'un poème, on est bien sûr que derrière, il y a les lectures, il y a l'immensité des lectures, de la masse de lectures poétiques qu'on a derrière soi, bien évidemment. Mais une fois qu'on se retrouve sur ce terrain, c'est l'aventure. Et on est seul. Et ce que moi, je, j'aime, c'est me risquer là-dedans. Mais quelquefois, on s'y risque et puis c'est la catastrophe, hein. Je veux dire, on Hmm. n'arrive à rien. Oui, oui. On arrive absolument à rien. À quelque chose qui ne décolle pas, à quelque chose qui ne, qui a perdu toute valeur au fur et à mesure qu'on le cherchait, parce que finalement, il n'en avait pas. On s'est trompé. Donc, on repart à nouveau dans cette aventure, et quelquefois, on trouve, il y a quelque chose qui marche. On ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas exactement comment, mais ça fonctionne, quoi. C'est là. Et à ce moment-là, il faut travailler. Le Hmm. travail commence. Parce que c'est pas fini. C'est pas ah oui, j'ai trouvé, c'est fini. Non, c'est à ce moment-là, au contraire, que le travail commence. Et ce travail-là, c'est un travail qui peut s'apparenter à fouiller, à creuser, à aller très profond, très en bas, très loin, quoi, en profondeur,
ou qui peut s'accorder très bien à l'image de la montagne, justement, à l'image de quelque chose qu'on doit grimper et qui est compliqué, qui est difficile, qui est pas forcément payant du Mm. tout, qui n'intéresse personne, ou pas grand monde, et où on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver en haut, quoi. Et qui est pénible, qui Mm. est très pénible. Moi, je sais que bon, je souffre plus qu'autre chose en écrivant, quoi. Parce que Oui. voilà, c'est pas, bon, évidemment, tout le monde en a parlé, hein, de la souffrance du Mm. poète, etc. Mais c'est vrai, quoi. Il y a un fond de vérité. Rien n'est donné à Il y a des moments l'avance. de satisfaction, mais peut-être pas au moment de l'écriture, au moment Mm. du labeur où il faut aller chercher les choses en Ouais, profondeur. Mais... absolument. Surtout que l'impression qu'on a souvent, c'est que la chose existe, celle vers laquelle on va, mais comment la trouver? Mm. Où la chercher? Mm. Comment faire pour y arriver? Est-ce qu'on sera à la hauteur? Est-ce qu'on aura suffisamment de souffle pour arriver jusque là-bas? Et il y a cette curiosité qui est derrière. Mm. C'est plus que de la curiosité, c'est presque vital. Cette chose-là, il faut la trouver. Mais comment? Mais par où? Mais comment l'aborder? Comment y aller, quoi? Sans tomber dans des leurres ou dans des pièges. C'est-à-dire, en s'apercevant soudain qu'on écrit à la façon d'eux, ou que tiens, on a lu un truc vachement intéressant l'autre jour, et puis que tout d'un coup, tiens, on est dans une espèce d'imitation. Non, c'est des pièges tout ça. Alors il faut lâcher tout ça, il faut lâcher les lectures précédentes, il faut faire le vide, enfin essayer de se retrouver tout humble, vraiment tout humble, Mm. et se lancer sur ce fameux terrain, mais sans du tout savoir. Bon, puis il n'y a pas de récompense en fait à la fin, hein, c'est pas vrai. C'est pas... Bon, évidemment, l'éditeur il vous dit ah c'est bien, ça m'a plu, je vais le publier, c'est super. Mais bon, c'est socialement satisfaisant et puis on se dit comme ça, d'autres vont pouvoir me lire. Ça c'est bien aussi de se retrouver avec des personnes qui vont dire ah oui, en lisant ce truc-là, j'étais en phase avec vous. C'est bien, mais mais bon, on sait qu'on a d'autres choses à trouver, d'autres choses à chercher, d'autres choses. C'est des aléas, quoi. C'est important que vous évoquiez tout de même le lecteur, parce que vous savez que l'hypothèse que j'ai faite, c'est que le lecteur est avec vous. Vous parliez de solitude, ça m'a interpellé un peu, parce que l'hypothèse que j'avais formulée, elle venait de la présence d'un mot qui a retenu mon attention, c'est le pronom tu, Mm, qui apparaît dès les premières pages. mm, Je vous cite, tu ranges la côte sous le vent, où les grains remaniés montent des dunes. Et puis, bien sûr, il y a les compléments du tu, le pronom te. Alors, le socle ici te désoriente. Plus loin, tu t'inscris debout, joyeux dans l'espace violent. Alors, cette deuxième personne du singulier, je l'ai retrouvée au passage, je le dis, dans votre blog, en particulier dans le poème Ce vertige. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, mais on lit tu as beau et beau dans le trouble poursuivre le flux des alliances sans prise, l'eau de ton sable immédiat écoulant la vie tiède, comme tes doigts l'indiquent par les sentes fouillées. Et dans Au désert vient à la suite de tu le pronom vous, et vous voilà donnés l'un à l'autre face à face. Alors je voudrais vous demander, puisque vous parlez de solitude, je voudrais vous demander simplement, après avoir longuement cité ces quelques passages, très beau premier passage que découvrent ceux qui entendront cet entretien, qui est ce tu et qui ou quoi désigne ce vous, Michel Dujardin? mm. Je sais pas, c'est une espèce de solitude très peuplée, quoi. C'est Hum, quelque chose comme ça. C'est c'est s'adresser à soi-même aussi. hum, C'est se pousser en avant. Essayer de chercher aussi qui on est là-dedans, quoi. Qui on va être hum, dans ce poème. Est-ce qu'on on se parle à soi-même et peut-être aussi un lecteur, qui sait, hum. imaginaire, quelqu'un qui serait là solidairement et qui serait prêt à nous retenir. C'est justement, on on tient pas trop la route, quoi. Hum. Euh, ce tu, il est important, mais il n'a pas de visage. C'est pas une personne. C'est Il est ce qu'on voudra ou celui que l'on ouais, voudra. exactement. Euh, il est là pour solidifier aussi une espèce de dialogue entre Hum. soi-même, à Oui, l'intérieur de je soi-même. parlais de Oui, dédoublement. voilà, une espèce de Hum, dédoublement, voilà. Et qui,
et qui rend les choses plus solides en quelque sorte. C'est pas l'émiettement de la personnalité, quoi. Tout d'un coup, ce tu, il réunit les morceaux en quelque sorte, et il réunit tout ça en une personne, tu. Bon. Mais au moins, il y a un corps réuni. En tout cas, c'est admirablement construit parce que parfois on ressent une forme d'artificialité dans l'utilisation de ce type de procédé. Et ici, dans le livre, c'est vraiment parfaitement inscrit dans le texte. Et en effet, ça laisse à penser toutes sortes de possibilités. Et ça, c'est fascinant. Je crois que c'est aussi ça, la poésie, c'est de laisser des possibles au lecteur. Absolument. Et ça, c'est très réussi. Alors, j'ai été frappé par le détail, et je crois mieux comprendre avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure pourquoi, mais j'ai été frappé par le détail, la précision avec laquelle vous évoquez chaque élément de la nature, comme si chaque mouvement, chaque manifestation de celle-ci était singulier. Je pense d'abord à l'eau en particulier, dont vous décrivez les changements d'état, la force sculptrice, la vitalité, les trajectoires. L'eau, c'est un élément qui vous fascine. Oui. Est-ce que c'est parce que je suis née au bord de la mer? J'en sais rien. Oui. Mais l'eau, oui, l'eau sous toutes ses formes. Euh, L'eau vive, l'eau morte, l'eau. Et elle a une relation forte avec, c'est comme la pierre en fait, mais à sa manière, avec l'écriture, quoi. On dit d'une écriture qu'elle est fluide par exemple, ou qu'elle est cassée, ou qu'elle est cassante. Mais qu'elle est fluide, qu'elle est claire, qu'elle est transparente, qu'elle est... tous ces... que ce soit l'eau ou que ce soit même la pierre, les matières plus dures et tout. Alors, je Donc, sais que vous voudriez qu'on ouais. aille vers la pierre. Oui. Et j'y allais y venir parce Oui. que vraiment l'élément minéral, rocheux. Alors moi je comprends, étant passionné par la pierre, je comprends tout à fait comment dire, vraiment le lien qu'il y a entre l'eau et la pierre. Hein. Il suffit de se rendre au bord d'une rivière ou marcher dans une rivière. Enfin, la pierre et l'eau sont complètement liées. Absolument. Mais l'élément minéral, je disais, rocheux, la pierre, disons, est omniprésente également. Alors, c'est le cas aussi d'ailleurs dans votre blog. Hein. On témoigne le poème intitulé Dans la nuit qui nous guidait. Moi, j'y vois vraiment une célébration, un rapport fraternel, charnel même à la pierre. Je vous cite, « Je pensais aux pierres beaucoup, je les aimais. J'allais dans ces eaux resserrées, entre feuillets et orbes abîmés en eux-mêmes, et la couleur naissait d'une beauté si pure qu'elle y brûlait d'un coup tous ses vaisseaux. Je caressais l'agate fraîche et la roulais sur ma poitrine. » Cela m'a beaucoup réjoui, au-delà du fait que c'est très beau ce que je viens de lire. Alors que, bon, vous le savez, la pierre est l'objet de représentations souvent dépréciatives, hein, le froid, une matière sans vie, sans chair, sans pensée ni intelligence, sans émotion. Que peut-on lui trouver à la pierre de façon générale et en tant que poète en particulier? Vous qui écrivez à son propos, de façon encore quasi charnelle, je redonne un extrait, tes ongles l'excitent où elle souffre, tes paumes la flattent. Alors ce rapport à la pierre, Ce rapport à la quel pierre, est-il? c'est... pour moi, c'est vivant. La pierre, c'est de la vie. Mais une vie tellement lente qu'on ne la voit pas. Tellement... Elle vit avec son temps à elle. C'est le temps de la pierre. Le temps de la pierre est un temps immense par rapport à nos petites vies minuscules. Et nous ne pouvons absolument pas voir cette vie-là. Un petit peu comme une petite fourmi, elle ne nous voit pas, nous, parce qu'on est beaucoup trop immense et grand. Démesuré par rapport à elle. Bah, la pierre, c'est les temps géologiques. C'est les temps géologiques, les fameux temps géologiques, voilà. Mais à l'intérieur de tout ça, il y a de la vie, parce que les pierres, elles sont nées aussi. Elles sont nées quelque part, un jour. Elles sont nées dans les profondeurs de la terre, elles sont nées du feu, elles ont été liquides aussi. Donc l'eau, elle est quelque part, cette eau-là. Elles ont été
elles ont changé de forme, elles se sont fondues avec d'autres, elles se Il sont y a ces mêlées roches à d'autres. métamorphiques, je crois. Métamorphiques, les fameuses, évidemment. Elles ont fondu, elles sont mêlées à d'autres, elles sont devenues une autre forme de pierre Mm, en se mm, mêlant, mm, comme, comme nous quand on aime quelqu'un et puis que de ça il y a un autre petit être qui vient au jour. Il y a de la vie et dans la pierre, c'est extrêmement vivant. Et on se rend compte particulièrement de la vie qu'il y a à l'intérieur de la pierre quand on monte justement en montagne. C'est-à-dire quand on grimpe sur des rochers et que il fait chaud, bon, c'est en été, moi c'est toujours en été que je suis allée dans la montagne comme ça, et que vous avez votre corps qui est posé directement contre la pierre. Et à ce moment-là, si la pierre, elle ne vous retient pas, si la pierre, elle n'est pas là pour vous tenir dans ses petites anfractuosités, avec mm. ses bras, ses mains à elle, ses grains, vous pouvez aussi bien tomber, aussi bien glisser, aussi bien vous tuer. Donc la pierre, il faut la connaître, et pour ça, on peut la connaître physiquement. Et, euh, et, et c'est une question aussi, c'est extrêmement sensuel, c'est extrêmement proche. Et la pierre, moi, je trouve que... Alors le corps, évidemment, il va se plier aux anfractuosités de la pierre, etc. Mais la pierre, de son côté, elle va offrir aussi ces endroits-là pour que le corps s'y réfugie et en quelque sorte l'embrasse, quoi, d'une certaine manière. Et la chaleur du corps se transmet à la pierre, quoique la pierre, au soleil, elle est chaude aussi. Donc il y a des températures comme ça qui s'échangent. Il y a des fluides qui circulent. Même la sueur, à la limite, la sueur de la personne qui grimpe et qui tombe goutte à goutte sur la pierre. Les ruissellements qu'on peut sentir dans la pierre apparaître soudain et tout. Les mousses qui poussent sur la pierre et tout ça. Et le visage qui se colle contre la pierre. Les lèvres qui sont collées à la pierre, une espèce d'embrassement, mais c'est extraordinaire. Je me souviens de moments où les lèvres collées à la pierre, vous avez votre langue qui passe sur la pierre. La pierre, c'est toujours salé, c'est toujours chaud ou froid, ou ça a un goût de métal, ça a un goût... Ça a De du soufre goût, ça a parfois du aussi. goût, Il y ou a de ce... soufre, Ouais. exactement. On sait Euh, que les paléontologues, certains paléontologues qui recherchent des ossements en particulier, passent leur langue sur la exactement, pierre pour pouvoir exactement, reconnaître la absolument. porosité. Oui, j'ai vu C'est ça. fascinant C'est ça, vrai, hein. ouais. C'est absolument fascinant. La langue et l'odeur. Mm, Certains, ils sont mm, là, ils ont le nez sur la mm. pierre, Ce la qui langue est sur la touchant pierre. même, c'est qu'ils sont dans un rapport sensible à la pierre, alors que eux-mêmes sont dans un travail très scientifique, enfin Absolument. très Oui, normalement alors, déconnecté de tout tout à fait. affect. Mais ça passe par leurs mains d'abord. Ils le Mm, disent tous. Ils disent d'abord, tout on à va fait, toucher. tout à Et fait. souvent, ils disent, au toucher, j'ai su tout de suite Mm. qu'il s'agissait d'une pierre de telle époque, etc. Mm. Ou à la Compris pour couleur. les reconnaître, leur densité, Exactement. leur poids. On est surpris parfois par la légèreté d'une pierre ou au contraire Par son poids. sa lourdeur. Exact. Oui. Ça, Donc, ce sont des êtres avec une quantité de caractéristiques phénoménales, comme l'humain, Mm. le vivant. Mm. Mais pour moi, la vie, elle est dans la pierre. Elle Mm. est dans la pierre, mais simplement, sa vie à elle est tellement longue. Elle s'étire sur tellement Mm. de Mm. temps, sur ce fameux temps géologique, que nous, on ne la voit pas. Voilà. Je crois qu'on pourrait faire un entretien entier sur la pierre. Ah oui, et puis on parlerait de Kaiwa. Voilà, Oui, oui, Kaiwa bien et ses sûr. pierres, qu'est-ce qu'il a fait lui avec ses pierres? Justement, Mm. il a extrait la Mm. poésie de la pierre, de l'objet pierre elle-même. Et je pense que c'est un des premiers qui a fait ça. Mm. C'est un des premiers qui fait des pages aussi extraordinaires. On sur redécouvre sur maintenant qu'on grâce, redécouvre, bien sûr. je dois le dire, en défendant un petit peu l'écopoésie, grâce aux études qu'il y a en écopoétique, on retrouve des textes, y compris de la Renaissance, dont on pouvait penser que les auteurs étaient simplement dans une idéalisation de la nature qu'ils ne fréquentaient pas. On retrouve des textes d'auteurs qui vraiment observaient la nature comme Bien nous on sûr. le fait aujourd'hui, avec Oui. cette sensibilité-là, et qui ont écrit des textes justement sur l'élément minéral, sur la roche. Finalement, je crois que cette sensibilité à la pierre, elle a toujours existé, peut-être même depuis les premiers hommes qui l'ont taillé pour en faire des outils. Absolument. Et ça, c'est peut-être ça qui a de fascinant. Mais comme je disais, on pourra en parler longtemps parce Oh oui, qu'on aime oui, ça. il faudra un Et podcast spécial là-dessus. voilà. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Au désert. C'est parce que c'est vrai que c'est un recueil qui traite de façon particulière la nature. Vous êtes à la fois à bonne distance d'elle,
ni trop loin ni trop près. Trop loin, vous en seriez désintéressée, indifférente. Trop près, vous contribueriez à la défaire, à la détruire. Vous êtes aussi très modeste sur votre place en son sein, en particulier lorsque vous parlez de poésie. Vous écrivez: les mots viennent crever à la surface de ce monde comme des bulles, hein. Et je me demandais du coup, la poésie, est-ce qu'elle a, selon vous, une légitimité véritablement à parler de la nature, de ses éléments et de ses phénomènes, de ses fragilités? Tout pourrait être accessible, visible, déchiffrable par les poètes? Ou au contraire, vous vous sentez vraiment parfois démuni, même quand vous cherchez à traduire vos sensations, ce que vous observez en poésie? La nature me laisse démunie souvent au niveau des mots. Parce qu'il y a quelque chose là qui est tellement beau ou tellement extraordinaire que il faut que la poésie, elle se hausse à ce Et niveau-là. oui. Et il faut qu'elle monte jusque là-haut. Et c'est un lourd travail, mais en même temps, il faut pas l'abîmer, il faut pas la, enfin, je veux dire, si on monte la montagne et qu'on fait un poème dessus, le poème il doit rendre compte des sensations, des sensations à grimper, à monter, à toucher, etc. Mais sans intervenir Mm, dessus. Je veux dire, mm, il se passe quelque chose entre la montagne et moi, c'est sûr, mais c'est quelque chose de secret qui ne doit rien changer mm. à l'état de ce qui est là et de ce qui est euh, de ce qui se donne à moi, mais je n'en suis pas propriétaire. Je suis pas là pour changer quoi que ce soit. Vous êtes de passage. Je suis de passage. Je Mm, suis de passage en essayant justement en essayant que le contact soit le meilleur possible, soit le plus agréable possible, le plus fort possible, mais je suis de passage, excusez-moi, je passe. Il m'est arrivé justement de transpirer sur des pierres, c'est vrai, Ah oui, et mais moi d'effacer aussi après ça m'est moi, arrivé. de nettoyer, Oui. d'effacer. Que la pierre qui ait aucune empreinte de moi, le moins possible, et de véritablement être passé là, un peu comme l'air passe Mm. sur la montagne, mais sans qu'il y ait, comme si on se saluait au passage, et voilà, quoi. Alors, il y a un passage, une page peut-être, qui engloberait presque tout ce qui a construit, nourri notre échange depuis maintenant une quarantaine de minutes. C'est la page 32. Euh, J'aimerais que vous nous la lisiez. Il y a, vous verrez, je pense, tous ces éléments qu'on vient d'évoquer. Page 32. La page 32. C'est pas facile de lire cette texte. Je le sais. Et c'est toujours ça peut être une épreuve pour le poète ou pour... Le sang roule, presse, brille de la tête, bas, dans la lumière, contre la lumière. Le mur te prend, il est bourré de voix, poudré d'oxyde, odorant et dur, tout en câble, en nervure. Entaille comble, débordé. Un arc-en-ciel t'épouse. Tu pourrais voler. Remous du vent, caprice, embardé. Parfois des essences indéchiffrables par bouffées. Avalanche sèche, comme un grésil clair à la surface des plaies. La fragmentation définitive pour toute ordonnance. Tu sais la montagne. Tu l'aimes. Assister le vide. Le guider. Peser sur son destin. Vous craignez que ce que vous célébrez dans ce livre et que vous venez de nous lire en partie dans cet extrait, je veux dire ce que la nature offre encore un peu aux hommes de beau et de sensible ne disparaisse. Vous avez cette crainte Ah oui, à notre absolument. époque? Absolument, c'est une espèce de crainte qui ronge de l'intérieur. C'est horrible, on le voit tous les jours. Mm. Bon, puis moi, j'ai vu ce que c'était aussi il y a quand même relativement longtemps et ce que ça devient. Quand je vois, moi qui viens du Midi, quand je vois,
je sais pas, des endroits aussi extraordinaires que par exemple la Camargue, tout ce que c'est devenu par rapport à ce que j'étais moi quand je m'y promenais gamine, où là réellement on peut parler de liberté, on peut parler de paysages sauvages presque. Là on pouvait, à ce moment-là on pouvait. Et alors rêver dans cette nature-là, courir dans ce qu'était par exemple les paysages de Camargue, j'en parle parce que le premier livre que j'ai écrit justement, ça se passe en Camargue, ce que ça pouvait être pour un être humain que de courir librement effectivement dans ces espaces-là, ce que c'est devenu, c'est terrifiant. Il y a encore vraiment des espaces de nature, j'allais dire sauvages, enfin on sait qu'ils n'existent presque plus, Oui. mais où quand même on peut ressentir ce que le poète voudrait bien. C'est très difficile et ça devient même une espèce d'obsession enfin en moi. Hmm, C'est-à-dire, souvent je me dis, est-ce qu'il y a encore un endroit? Est-ce qu'ici, bon là je suis dans une forêt par exemple, hmm. est-ce il y a vraiment un endroit où rien n'a été sali, enfin on la cherche, on cherche quelque chose qui soit effectivement sauvage, entre guillemets. Bon, c'est vrai, ça n'existe plus. Pareil, ça n'existe absolument plus, plus du Ah tout oui, ça dans le n'existe monde. plus, oui. Ça n'existe plus, c'est fini. Il n'y a plus. Mais Bon, peut-être qu'au cœur de certaines forêts primaires, dont on puisse hmm. vraiment dire qu'elle est primaire, peut-être là, dans un petit endroit, quelque part, au pied d'un arbre centenaire, dans la mousse, peut-être se dire là, ça c'est vraiment. Ça n'a pas été abîmé, mais c'est de l'ordre du rêve, enfin, c'est de l'ordre ça n'existe pas, ça n'existe plus. Et ça fait très peur, ça fait peur. Hmm. C'est- Dans les marches que vous faites quotidiennement, vous me disiez, vous avez cette, pas cette prise de conscience, vous l'avez, mais vous avez ces sensations, elles vous pèsent là, vous le voyez quotidiennement. Oui, et je les mesure au plaisir que j'ai tout d'un coup à me retrouver dans de la campagne, entre guillemets. C'est-à-dire, Hmm, tout d'un coup, bah, il y a un peu d'herbe, il y a quelques arbres, il y a une petite rivière, il y a quelques fleurs sauvages, mais de moins en moins. C'est une hmm. catastrophe, tout est enlevé. Il y a un insecte, un papillon. Je suis contente, mais je me dis, mais pourquoi tu es aussi satisfaite de voir un papillon mais oui, mais les papillons se disparaissent. Bon, ben Hmm. voilà, les papillons disparaissent. Les papillons, les oiseaux, Ouais, hmm. donc Surtout au bord des cours d'eau, on le exactement. mesure bien. Alors Qu'est-ce c'est ça qu'il qui fait peur, c'est pourquoi avoir une telle joie, un tel soulagement devant un petit papillon, alors que étant enfant, j'ai couru au milieu des papillons qui sautaient, et c'était naturel, voilà, entre guillemets. On se posait pas on se posait moins de questions. Maintenant, on est là, on se promène avec un enfant, puis on lui dit, regarde, tiens, il y a des insectes là, regarde-les, à la limite, regarde-les, parce qu'il n'y en aura plus, quand tu seras ado, il n'y en a peut-être plus, enfin voilà, on ne sait plus, hmm. quoi. Ça fait Qu'est-ce peur. qu'il faudrait faire pour... est-ce qu'il faudrait faire comme le suggérait François Bon aujourd'hui dans sa dernière vidéo où il dit creuser un trou? Je sais pas, hein. C'est très Je sais pas, les symbolique, solutions, mais elles sont d'abord politiques, elles sont économiques, elles sont au niveau des gouvernements, mais pas du gouvernement, mais de hmm, tous les gouvernements, hmm. de tous Des les décideurs. États, voilà, des Hmm, décisions prises au niveau hmm. de tous les États du monde entier. Bon, mais c'est des rêves, ça, c'est des... Surtout quand on connaît notre actualité exactement, surtout internationale. face Hmm. à Ce pareille qu'on appelle la actualité. gouvernance mondiale est quand même Oui, non, très c'est difficile. ou comme ils en sont à se disputer pour des histoires de bouts de terre ou de ci et ça, mais pour se les arracher, pour les détruire, pour les massacrer. Qu'est-ce que non, il n'y a pas, c'est irresponsable que le monde est totalement, on est dans l'irresponsabilité Hmm. totale avec quelque chose qui nous entraîne vers quelque chose de, c'est totalement morbide, quoi. C'est absolument Et la morbide. poésie, elle participe peut-être donc à créer un mouvement contraire du coup. Ben, la poésie, elle essaye la poésie, depuis sa naissance, elle travaille sur cette relation entre l'homme et la nature aussi. Enfin, c'est elle qui chantait la nature. Enfin, bon, je veux dire, les tout premiers poèmes, bien sûr, ça chantait la guerre aussi, hein, Homère, ça c'est sûr. Mais la nature, elle était partout présente depuis le Hmm. début dans la poésie. Les hommes ont eu besoin de partir d'elle pour se comprendre eux-mêmes, pour comprendre où ils allaient, pour comprendre qui ils étaient. Et donc la poésie, elle est toujours là-dedans, elle est toujours en train
même s'il y a beaucoup de poètes maintenant et de jeunes poètes qui sont désintéressants, enfin, je veux dire qu'ils ne la font plus paraître, qu'ils ne la font plus apparaître nulle part dans la poésie. Hein. Il y a des choses de plus en plus abstraites et totalement retirées effectivement de la nature et qui travaillent sur d'autres choses. Bon, bah, c'est leur choix. Mais moi, je sais qu'elle est toujours là, elle est profondément là. C'est avec elle, avec elle. Alors vous nous promettez de continuer, Michel Desjardins, à écrire sur la nature, comme vous le faites. Je vais essayer. Eh ben, très bien. Je vais essayer. Merci en tout cas, Michel Desjardins. Merci à vous, David. Merci. C'était un très bon moment. Merci.